La bannière d'une famille noble flotte au sommet d'un sombre château. Sous cette bannière se tient un chevalier lourd, une classe spécialisée dans la défense, capable d'attirer les ennemis afin de protéger ses alliés. Cependant, malgré son utilité, le chevalier lourd est bien moins polyvalent que les autres classes défensives. De plus, comme il inflige très peu de dégâts, sa progression est extrêmement difficile. À cause de ce déséquilibre, le chevalier lourd est désormais considéré comme une classe faible, imparfaite et indésirable. Dans le manoir d'une famille noble, un jeune garçon ouvre un livre pour étudier. Chaque fois qu'il apprend quelque chose ou découvre une nouvelle information, il éprouve une étrange sensation. Il a l'impression de déjà connaître ce qu'il voit, comme s'il l'avait vécu auparavant. Cette sensation mystérieuse le poursuit sans cesse. Pendant ce temps, au cœur d'une forêt, des guerriers expérimentés et parfaitement équipés affrontent de redoutables monstres, démontrant une puissance que peu de personnes sont capables d'atteindre. Face à une gigantesque araignée se tient ce même garçon, désormais devenu adulte. Après un entraînement long et acharné, il s'est révélé être un combattant d'une puissance exceptionnelle. Au même moment, une jeune fille vêtue d'une tenue rappelant celle d'une ménestrelle se déplace avec une agilité impressionnante. Dans un mystérieux couloir, elle utilise sa technique d'opillusion, créant 3 clones parfaits d'elle-même. Plus loin, face à un adversaire armé d'un bouclier, une épéiste promet de révéler la véritable valeur de sa classe. En activant sa technique Cold as Steel, elle augmente considérablement sa vitesse et sa force avant d'enchaîner une pluie de coups d'épée. Le porteur du bouclier résiste pourtant à chacun de ses assauts. Cet homme est le même guerrier qui avait autrefois affronté l'araignée géante. Mais si cette créature représentait déjà un adversaire redoutable, l'épéiste est d'un niveau encore supérieur. Grâce à son incroyable agilité, elle ne laisse pas à son adversaire le moindre instant pour reprendre son souffle. Quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, ce guerrier a toujours prouvé qu'il était un combattant hors pair. Et cela n'a rien d'étonnant, puisqu'il est né au sein d'une prestigieuse famille noble où chacun est... Après avoir traversé de nombreuses épreuves, le jeune homme participe enfin au rituel de la bénédiction divine en tant qu'héritier de la famille Edvan. Bien que cette cérémonie soit censée être une expérience entièrement nouvelle, il est une fois de plus envahi par cette étrange sensation de déjà-vu. Appelée par son nom, Elma reçoit un ordre de son père. Aie foi en le dieu de l'épée. Puis, grâce au pouvoir connu sous le nom de baptême, un dignitaire religieux accomplit le rituel et lui accorde la bénédiction d'une classe. À cet instant, tous les souvenirs qu'Elma a accumulés jusque-là s'assemblent enfin. Elma Edvan comprend alors qu'il se trouve à l'intérieur d'un jeu de réalité virtuelle en ligne auquel il avait autrefois joué avec passion, Magic World. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'est bel et bien réincarné dans cet univers médiéval fantastique. En réalité, il est persuadé que sa parfaite connaissance du jeu lui permettra désormais de mener une existence facile. L'idéal serait bien sûr d'obtenir la classe la plus puissante de tout le jeu. C'est précisément ce qu'Elma souhaite de tout son cœur, tandis que le rituel révèle enfin son destin. Et son souhait se réalise. Lorsque la cérémonie prend fin, il consulte sa fenêtre de statut et affiche un large sourire en découvrant qu'il est devenu un chevalier lourd. Rempli de joie, il annonce immédiatement la nouvelle à son père. Pourtant, au lieu de partager son bonheur, celui-ci réagit comme s'il venait d'entendre la pire des catastrophes. Pris de panique, il fait semblant d'avoir entendu le mot maître épéiste, refusant d'accepter la réalité. À cet instant, Elma comprend que les connaissances de son ancienne vie et les règles de ce nouveau monde ne sont pas les mêmes. Ici, les classes simples à utiliser et naturellement puissantes sont admirées, tandis que les classes plus techniques sont méprisées parce qu'elles demandent beaucoup plus de temps et d'efforts pour révéler leur véritable potentiel. Elma en conclut que les évaluations et les jugements portés sur les classes dans ce monde sont complètement dépassés. Malgré tout, son père lui saisit brutalement le bras afin de vérifier son statut de ses propres yeux. Il y est clairement inscrit qu'Elma appartient à la classe de chevalier lourd, une classe considérée comme inutile, dotée de statistiques médiocres dans tous les domaines et d'une capacité offensive jugée dérisoire. Elma tente de se défendre en expliquant que cette classe possède une quantité exceptionnelle de points de vie ainsi qu'une défense remarquable. Mais son père refuse d'entendre le moindre argument. Fou de colère, il le frappe violemment, l'envoyant s'écraser au sol dans une mare de sang. Tous les témoins restent figés de stupeur.
Cependant, le chef de la famille noble préfère régler cette affaire immédiatement plutôt que de laisser la famille Edvon, car une telle situation ternirait inévitablement la réputation de la famille. Alors qu'Elma essuie le sang au coin de ses lèvres, l'épéiste aperçu plus tôt fait son entrée dans le temple. En avançant lentement dans le couloir jusqu'au centre de l'agitation, elle attire immédiatement tous les regards par sa beauté et son charisme. Certains la reconnaissent aussitôt, tandis que d'autres savent simplement qu'elle appartient à l'une des branches secondaires de la famille noble. Sans prêter la moindre attention au tumulte qui règne dans le temple, elle s'avance calmement et demande si elle peut, elle aussi, recevoir la bénédiction divine. Les personnes présentes s'indignent de son audace, mais le seigneur Edvon ne s'en soucie pas et ordonne que le rituel commence. En voyant l'expression féroce de son père, Elma ne peut s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Malgré tout, le baptême est accompli et Malesia reçoit à son tour la bénédiction de sa classe. Lorsque la lumière magique se dissipe, elle découvre qu'elle a obtenu la prestigieuse classe de maître épéiste, précisément celle que Lord Edvon avait évoquée lorsqu'il avait refusé de croire que son propre fils était devenu un chevalier lourd. Avec un sourire provocateur, Malesia lance à Elma qu'elle lui a tout simplement volé son talent. Cette révélation confirme immédiatement les pires craintes du jeune homme. Si la fille d'une branche secondaire de la famille a obtenu la classe de maître épéiste, cela ne fera qu'aggraver davantage la colère de Lord Edvon. Pourtant, au lieu d'exploser de rage, celui-ci affiche un air admiratif. Il annonce alors publiquement qu'il adoptera Malesia comme sa propre fille et qu'elle deviendra l'héritière officielle de la famille, rejetant Elma devant tous les témoins. Profitant de la situation, Malesia enfonce davantage le couteau dans la plaie. Selon elle, ce gamin n'aurait jamais été capable de porter le poids et les responsabilités de la direction de la famille. À ces mots, Lord Edvon déclare sans la moindre hésitation qu'Elma l'a profondément déçu. À partir de cet instant, il n'est plus son fils. Tous les spectateurs présents approuvent silencieusement cette décision. À leurs yeux, une famille aussi prestigieuse que les Edvon ne pouvait pas avoir pour héritier un chevalier lourd, une classe considérée comme faible et inutile. Désespéré, le jeune homme tout juste banni tente une dernière fois de se défendre. Il affirme que sa classe est bien plus puissante que tout le monde ne l'imagine. Mais son père est aveuglé par la colère et ne montre absolument aucun signe de vouloir revenir sur sa décision. Au contraire, Lord Edvon ordonne à Elma de ne plus jamais revenir et de ne plus jamais utiliser le nom de la famille Edvon en dehors de ses murs. Dans le cas contraire, il promet de le faire décapiter. En entendant ces paroles, Malesia affiche un sourire sarcastique, savourant l'humiliation du jeune homme. Lorsque Lord Edvon tourne définitivement le dos à son fils et monte les escaliers sans le moindre regard en arrière, Elma comprend qu'il ne pourra plus jamais redevenir celui qu'il était autrefois. À partir de cet instant, il n'est plus qu'un noble exilé. À l'extérieur, la pluie tombe toujours avec violence, mais cela ne constitue pas une raison suffisante pour lui permettre de rester dans le manoir. Il est contraint de quitter les lieux sous l'orage, avec seulement quelques pièces en poche pour survivre dans le monde extérieur. Depuis une fenêtre, Malesia observe son départ avec un sourire moqueur, visiblement ravie de lui avoir pris sa place. Quelque temps plus tard, dans les rues d'une magnifique cité prospère, l'activité des aventuriers bat son plein. Chaque jour, de nouveaux groupes se forment, des missions sont accomplies, et les récompenses sont particulièrement généreuses. Le jeune seigneur Teal, lui aussi, est déterminé à faire parler de lui. Grâce à son influence auprès des évaluateurs, il espère bientôt obtenir une mission prestigieuse qui lui permettra d'être promu. Non loin de là, une jeune ménestrelle célèbre avec enthousiasme l'arrivée de son grand jour et affiche une motivation sans faille. Malheureusement, ses compagnons ne partagent pas son optimisme. Ils espèrent simplement que cette petite fille ne leur causera pas de problème et qu'elle saura au moins chasser correctement. Le manque de confiance et le mépris qu'ils affichent envers ses capacités la blessent profondément. Pendant ce temps, le jeune noble exilé arrive en diligence dans la ville, le visage dissimulé sous une capuche afin de cacher son identité et son humiliation. Il loue une chambre dans une auberge et s'assoit silencieusement sur son lit. Elma est rongée par une seule pensée. Son père lui a infligé une véritable malédiction. Il a perdu sa maison, sa famille et toute la vie qu'il avait construite jusque-là. Malgré tout, il reste persuadé que la classe de chevalier lourd est la plus puissante de tout Magic World. À ses yeux,
Cette classe représente sa meilleure chance de se relever et de reconstruire son avenir. Cependant, une chose essentielle le préoccupe. L'histoire de ce monde, sa géographie et même le nom de cette ville, Rondalm, ne correspondent absolument pas au jeu Magic World qu'il connaissait. Autrement dit, il ne possède pas une connaissance parfaite de ce nouvel univers. Quelque chose y est profondément différent, et il devra le découvrir par lui-même. Mais avant toute chose, il doit mettre ses capacités à l'épreuve afin de vérifier si le chevalier lourd est réellement aussi puissant qu'il le pense. Car si ce n'est pas le cas, alors en consultant sa fenêtre de statut, Elma est soulagée de constater qu'au moins l'arbre de compétences est resté identique à celui qu'il connaissait. À mesure qu'il gagnera des niveaux et choisira les aptitudes qu'il souhaite développer, le chevalier débloquera progressivement des techniques toujours plus puissantes. Pour le moment, il dispose de 5 points de compétences à répartir. Par la suite, il gagnera un point supplémentaire à chaque niveau atteint. Selon Elma, il n'est pas exagéré d'affirmer que la manière dont on répartit ses compétences peut décider du destin d'un individu. Il existe également 2 catégories de compétences. Celles qui sont fixes et déterminées par la classe du personnage, et celles qui sont attribuées aléatoirement lors de sa création. Parmi elles, le serment du chevalier lourd est la seule compétence fixe de cette classe. Ironiquement, cet arbre de compétences est généralement considéré comme le plus faible du chevalier lourd. Malgré cela, Elma estime qu'il possède un véritable potentiel, même s'il reconnaît que plusieurs de ses techniques ont des applications assez limitées. Le second arbre de compétences, renforcement de la défense, est particulièrement utile pour augmenter les capacités défensives, bien qu'il n'accorde aucune technique active. Enfin, escrime débutante est loin d'être mauvaise. Avec le temps, elle peut évoluer vers escrime avancée et devenir une compétence extrêmement puissante. Malgré toutes ces possibilités, Elma décide d'investir ses 5 points dans le serment du chevalier lourd. Cette compétence atteint alors le niveau 5, lui permettant de débloquer la technique Wall Reflection tout en augmentant sa défense de 10 points. Désormais équipée de sa nouvelle aptitude et impatient de tester sa véritable puissance, Elma Edvon revêt son armure et part à la recherche d'un adversaire digne de ce nom. Il s'aventure dans la forêt qui entoure Rondalm afin d'affronter des monstres dangereux. En chemin, un paysage magnifique attire cependant son attention. Un lac d'une limpidité cristalline reflète les montagnes enneigées qui se dressent à l'horizon. Après tout ce qu'il a enduré, le jeune noble exilé laisse enfin apparaître un véritable sourire de satisfaction. Quelques instants plus tard, il retrouve son sérieux et se rappelle la véritable raison de sa venue dans cette forêt. Un bruit provenant d'un buisson le met immédiatement en alerte. Il se prépare à l'apparition d'une créature. Comme il s'y attendait, Rana de niveau 2 surgit soudainement des fourrés. Elma consulte aussitôt son statut et, connaissant parfaitement ce type de monstre, n'éprouve pas la moindre inquiétude. Lorsque la Rana bondit pour l'attaquer, il active Wall Reflection. Une barrière magique apparaît instantanément devant lui, stoppant net l'assaut du monstre tout en lui renvoyant des dégâts mortels. En un instant, la créature est détruite. Après avoir remporté le combat sans la moindre difficulté, le chevalier lourd atteint le niveau 2 et est surpris de voir les entrailles de la grenouille répandues sur le sol. Une voix du système l'informe que lorsqu'une attaque au corps à corps est annulée, Elma inflige des dégâts équivalents à sa propre défense, ce qui est largement suffisant pour tuer instantanément la créature. Parmi le butin laissé par la grenouille, il obtient une pierre magique de niveau 2. C'est alors qu'il entend un appel à l'aide provenant des environs. Sans hésiter une seule seconde, Edvon découvre un aventurier qui court désespérément, en criant que quelque chose est sur le point de le tuer. En regardant de plus près, le chevalier lourd aperçoit des dizaines de ranas rassemblés, prêts à mettre le malheureux en pièces. Il décide immédiatement de prendre la situation en main. Le jeune homme, terrorisé, lui demande s'il a affaire à un aventurier célèbre, quelqu'un d'assez puissant pour tenir tête à autant de monstres. Mais, comme Elma l'avoue lui-même, il vient tout juste de monter de niveau pour la première fois de sa vie. En entendant cela, le jeune homme s'écrie à plein poumon. « Nous sommes fichus ! Après tout, ce jeune blond est encore plus faible que lui, et les grenouilles finiront forcément par l'encercler et l'écraser sous cette lourde armure. » À cet instant, Elma comprend intérieurement que la réflexion murale n'est pas une capacité parfaite. Elle ne s'active que lorsqu'il neutralise une attaque grâce à une défense largement supérieure à la puissance offensive de son adversaire.
Face à des ennemis plus puissants ou inconnus, cette compétence devient donc inefficace. Malgré cela, dès que les Rana se lancent à l'assaut, Elma active sa technique. Les monstres frappent son bouclier les uns après les autres, mais chacune de leurs attaques est bloquée avant qu'ils ne subissent immédiatement les dégâts renvoyés. Il connaît déjà parfaitement ces monstres des premiers niveaux, et, grâce au bonus de son arbre de compétences ainsi qu'à son équipement, il a considérablement renforcé sa défense. Face aux Rana, il est donc capable d'affronter des dizaines d'ennemis à la fois. Et c'est exactement ce qu'il fait. Émerveillé par un tel exploit, l'aventurier demande le nom de celui qui vient de lui sauver la vie. Elma s'apprête à donner son nom de famille, mais il s'interrompt en se rappelant que son père lui a interdit d'utiliser à nouveau le nom Edvan. Il se présente alors simplement. Le système annonce soudainement qu'Elma a gagné un niveau. En entendant cette notification, il ouvre immédiatement sa fenêtre de statut afin de consulter ses nouvelles statistiques. En les examinant, il constate avec satisfaction que son attaque et sa défense ont toutes deux augmenté de 5 points. Ce n'est pas une amélioration spectaculaire, mais elle est suffisante pour lui donner le sentiment que tous ses efforts commencent enfin à porter leurs fruits. À cet instant, l'aventurier qu'Elma avait sauvé un peu plus tôt s'approche de lui et se présente sous le nom d'Arès. Arès explique qu'il vient d'un petit village isolé et qu'il a quitté son foyer pour poursuivre son rêve de devenir aventurier. Cependant, Elma n'a aucune envie d'entendre son histoire. Avant même qu'Arès puisse poursuivre, Elma se retourne simplement et commence à s'éloigner. Malgré cela, Arès le suit et continue à le remercier de lui avoir sauvé la vie. Elma lui répond qu'il n'a pas à le remercier. Il ne l'a pas aidé dans l'attente d'une quelconque récompense. La seule chose qu'il demande est de pouvoir conserver les pierres magiques laissées par les monstres qu'ils ont vaincus. Arès accepte immédiatement, sans la moindre hésitation. Selon lui, ces pierres appartiennent de toute façon à Elma. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, Arès propose qu'ils forment une équipe une fois de retour en ville. Il suppose qu'Elma a probablement eu beaucoup de mal à trouver des compagnons, car la classe de chevalier lourd possède une très mauvaise réputation parmi les aventuriers. La plupart des gens la considèrent comme une classe faible et inutile. C'est pourquoi ils évitent généralement de recruter des chevaliers lourds dans leur groupe. Arès tente de l'encourager. Il affirme que, dès que les autres verront de quoi Elma est réellement capable, ils changeront rapidement d'avis. Selon lui, Elma n'aura aucun mal à intégrer une équipe s'il donne simplement aux autres l'occasion de découvrir sa véritable valeur. Malgré cette proposition, Elma refuse sans la moindre hésitation. Au fond de lui, il sait pourtant qu'Arès n'a pas tort. La classe de chevalier lourd révèle tout son potentiel lorsqu'elle combat aux côtés d'alliés, car son rôle principal consiste à protéger ses compagnons et à encaisser les attaques ennemies. Cependant, cette stratégie présente un inconvénient majeur. S'il rejoint une équipe, il devra partager les points d'expérience qu'il gagne avec tous les autres membres. Or, son objectif est de monter de niveau le plus rapidement possible. Partager son expérience ne ferait que ralentir sa progression. Elma a déjà pris sa décision. Il est déterminé à prouver qu'un chevalier lourd peut devenir l'une des classes les plus puissantes sans dépendre de qui que ce soit. Pour atteindre cet objectif, il sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps ni de ralentir son évolution. Pendant qu'ils poursuivent leur route vers la ville, Arès continue de parler sans interruption durant tout le trajet. À cet instant, Mélodie était en réalité complètement paniquée. La raison était simple, elle sentait parfaitement le regard insistant que Lucie posait sur elle. Au moment où la mère de Lucie s'apprêtait à la présenter à sa fille, Mélodie se précipita vers l'acteuse et lui demanda de danser avec elle. Ce geste constituait une véritable entorse aux règles de l'étiquette. Non seulement elle interrompait les paroles d'une dame, mais, selon les convenances, c'était à l'homme d'inviter une femme à danser. Une jeune femme devait simplement attendre qu'on l'invite. Pourtant, les dames de la noblesse trouvèrent cette réaction incroyablement adorable. De son côté, Lucie était de plus en plus agacée. Mélodie venait littéralement de prendre la fuite pour lui échapper. Peu après, Béatrice et Milly demandèrent à Lucie si elle comptait participer à l'événement suivant. Après avoir jeté un coup d'œil au papier qu'elles lui remirent, Lucie se dirigea directement vers Maxwell. Ignorant complètement les règles de l'étiquette, elle lui demanda elle-même de danser avec elle. Une fois encore, son adorable spontanéité remporta tous les suffrages. Mélodie poussa un discret soupir de soulagement. Elle avait enfin réussi à échapper à Lucie. Son intention était de disparaître discrètement dans la foule dès la fin de cette danse,
puis de rentrer chez elle sans attirer l'attention. C'est alors qu'elle remarqua que Lacteus semblait particulièrement nerveux. Et après tout, quoi de plus normal? Quel homme ne serait pas troublé lorsqu'une femme qui lui plaît lui demande de danser? À cet instant, Lacteus commença à se demander si ce qu'il ressentait pour Mélodie était réellement de l'amour. Voyant son inquiétude, Mélodie lui souffla qu'il n'avait pas besoin d'être aussi tendu pour une simple danse. À partir de ce moment-là, tous les doutes de Lacteus disparurent. Oui, il était véritablement amoureux d'elle. Tous deux dansèrent avec une élégance remarquable. Mélodie, quant à elle, profitait pleinement de cet instant. Les invités observaient avec admiration Mélodie et Lucie évoluer sur la piste de danse. Puis, juste au moment où Mélodie s'apprêtait enfin à s'éclipser, Lucie lui attrapa le bras au moment où commençait la danse réservée aux couples de même sexe. Dès qu'il investit tous ses points dans cette compétence, celle-ci évolue et débloque une toute nouvelle capacité appelée disarme. Cette nouvelle compétence réduit temporairement de 20% l'attaque d'un ennemi pendant exactement 1 minute chaque fois qu'elle touche sa cible. Comprenant qu'il s'agit probablement de sa seule chance de survivre, Elma fonce droit sur l'araignée. Il sait que ce combat est extrêmement dangereux et qu'une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Mais ce sont précisément ce genre d'affrontements qui le passionnent le plus. Le combat commence aussitôt. Malgré l'énorme différence de niveau, Elma parvient à tenir tête à l'araignée géante pendant un certain temps. Cependant, il sait qu'il ne pourra pas se contenter de se défendre éternellement. Le monstre reste largement plus puissant que lui. Soudain, l'araignée fait apparaître un cercle magique avant de projeter un rayon empoisonné droit sur lui. Au lieu d'esquiver, Elma choisit volontairement d'encaisser l'attaque. En voyant cela, Arès panique, persuadé qu'Elma vient de sacrifier sa vie. Pourtant, tout cela faisait partie de son plan. Au moment précis où l'araignée baisse sa garde, Elma se précipite vers elle et la frappe avec sa toute nouvelle compétence, disarme. Même si le coup lui-même ne laisse qu'une légère égratignure sur le monstre, Elma sait que ce n'est pas l'essentiel. L'important est que l'effet de la compétence s'est bien activé. La puissance d'attaque de l'araignée vient désormais d'être réduite de 20%. Furieuse de voir son attaque échouer, l'araignée active immédiatement sa compétence Flaming Claw et lance une nouvelle attaque contre Elma. Une violente explosion éclate dès l'impact, recouvrant toute la zone d'un immense nuage de fumée et de débris. Depuis l'arrière, Arès observe la scène. Il est convaincu que personne ne pourrait survivre à une attaque aussi dévastatrice. Alors qu'il commence à perdre tout espoir, Elma sort tranquillement de la fumée, pratiquement indemne. Avant même que l'araignée ne puisse réagir, il fonce une nouvelle fois sur elle et réussit à porter un second coup avec disarme. Les effets de la compétence se cumulent. La puissance d'attaque de l'araignée est désormais réduite de 40% au total. En constatant à quel point la force du monstre a chuté, Elma ne peut s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis le début du combat, il comprend qu'il possède une véritable chance de remporter la victoire. Folle de rage en voyant que sa proie est toujours debout, l'araignée géante pousse un cri strident avant de se ruer sur lui pour une ultime offensive. Elle concentre toutes ses forces dans une attaque désespérée, espérant mettre définitivement fin au combat. Mais, au tout dernier instant, Elma active sa compétence Rempart aux réflexions. À présent que la puissance de l'attaque de l'araignée a été suffisamment réduite, les conditions nécessaires à l'activation de cette compétence sont enfin réunies. L'attaque du monstre lui est renvoyée avec une puissance phénoménale. Le choc est si violent qu'il suffit à projeter l'araignée géante au sol, renversant complètement le cours du combat en faveur d'Elma. Elma s'avance lentement vers l'araignée, étendue sur le sol. Son corps tressaillit encore sous l'effet des dégâts qu'elle vient de subir. Sans lui laisser la moindre chance de récupérer, il lève son arme et lui porte le coup de grâce, mettant définitivement fin au combat. À l'instant où le monstre meurt, plusieurs notifications apparaissent immédiatement devant lui. Le système annonce qu'Elma a atteint le niveau 12, qu'il a obtenu 4 points de compétences supplémentaires et qu'il a débloqué plusieurs nouvelles compétences en récompense de sa montée de niveau. Avant même qu'il n'ait le temps d'assimiler toutes ces informations, Arès accourt vers lui, complètement abasourdi. Il n'arrive pas à croire qu'Elma ait réussi, à lui seul, à vaincre un monstre dont le niveau était presque 2 fois supérieur au sien. Après avoir assisté à toute la scène de ses propres yeux, Arès change totalement d'avis. Il comprend enfin qu'Elma n'a probablement pas besoin d'une équipe
et qu'il est parfaitement capable de devenir plus fort par ses propres moyens. Malheureusement, le combat n'est pas encore totalement terminé pour Elma. Le poison infligé plus tôt par l'araignée commence enfin à faire effet. Son corps s'affaiblit un peu plus à chaque seconde. Voyant son état, Arès fait tout son possible pour le soutenir et le raccompagne jusqu'à la ville avant que le poison ne s'aggrave davantage. Une fois arrivés à destination, les deux hommes se séparent. Elma rentre directement chez lui afin de prendre le repos dont il a grandement besoin après un affrontement aussi éprouvant. Malheureusement, son sommeil est loin d'être paisible. Il continue d'être hanté par des cauchemars liés au jour où il a été banni du palais royal. Le lendemain matin, Elma se rend à la guilde des aventuriers afin de s'y inscrire officiellement. À peine franchit-il les portes que presque tous les aventuriers présents tournent leur regard vers lui. Au premier abord, ils sont impressionnés par l'apparence imposante et intimidante de son armure. Cependant, dès qu'Elma révèle que sa classe est celle de chevalier lourd, leur attitude change immédiatement. Ils commencent à le mépriser, qualifiant sa classe d'inutile et le rejetant sans même lui laisser l'occasion de prouver sa valeur. Contrairement aux autres, la réceptionniste le traite avec respect. Elle enregistre calmement son inscription, reconnaît sa classe sans le juger et valide sa carte de guilde. Malgré les préjugés de tous les autres, Elma est sincèrement heureux. Il est enfin devenu un aventurier officiel. Cependant, Elma apprend rapidement qu'il commencera sa carrière au rang F, le rang le plus bas parmi les aventuriers. Grâce à ses connaissances du jeu, il sait que les aventuriers d'un rang inférieur au rang E ne sont pas autorisés à participer aux expéditions dans les donjons, à moins qu'au moins un aventurier de rang E ne fasse partie de leur groupe. De plus, son rang actuel limite également le nombre de points de compétence qu'il peut investir dans sa compétence Oath of the Heavy Armor. Après avoir entendu toutes ces explications, Elma comprend qu'atteindre le rang E le plus rapidement possible est désormais l'une de ses plus grandes priorités. Dans l'espoir d'accélérer sa progression, il demande s'il existe des équipes à la recherche de nouveaux membres. La réceptionniste, soucieuse de ne pas le décourager, lui explique avec tact que les groupes recherchent rarement des classes défensives comme les chevaliers lourds. Il lui faudra donc probablement attendre un certain temps avant que quelqu'un n'accepte de le recruter. Même si elle choisit soigneusement ses mots, la véritable raison est évidente. La plupart des aventuriers méprisent les chevaliers lourds de bas niveau et sont persuadés qu'ils ne peuvent apporter aucune aide utile à une équipe. L'atmosphère de la guilde change complètement lorsqu'Elma dépose un énorme tas de pierres magiques sur le comptoir afin de les échanger contre leur récompense. Tous les aventuriers présents tournent immédiatement la tête vers lui, incapables de croire ce qu'ils voient. Ils commencent à murmurer entre eux. Pour eux, il est tout simplement impossible qu'un chevalier lourd de niveau 12 ait pu obtenir autant de noyaux de monstres de manière honnête. Certains vont même jusqu'à l'accuser de tricherie, tant cela leur semble invraisemblable. Ignorant complètement ces accusations, Elma demande avec enthousiasme à la réceptionniste s'il existe actuellement des quêtes de promotion qui pourraient lui permettre de monter en rang plus rapidement. Un peu timidement, elle lui répond qu'il y en a effectivement quelques-unes, s'il souhaite les tenter. Plus tard dans la soirée, la scène se déplace vers un sombre cimetière où plusieurs aventuriers expérimentés se sont rassemblés. Ils sont tous venus participer à une quête de raid exceptionnelle qui attire énormément d'attention. Alors que chacun se prépare pour la mission, le chef du groupe s'intéresse soudainement à Elma après avoir appris qu'il n'est qu'un chevalier lourd de niveau 12. Le regardant de haut, il lui affirme qu'un raid aussi dangereux n'est pas un endroit pour un débutant aussi inexpérimenté. Il refuse également de croire les rumeurs selon lesquelles Elma aurait vaincu seule l'araignée géante. Persuadé qu'Elma a inventé cette histoire pour se donner de l'importance, il déclare qu'il va lui donner une bonne leçon pour avoir répandu de fausses rumeurs.